y a également Baptiste Desmontiers qui est en duplex de Notre-Dame-des-Landes. On te retrouve dans quelques secondes. Baptiste reste là et vous ne connaissez pas Sandrine, Manu et Stéphane qui nous rendent beaux tous les soirs. Mais venez, venez, mais venez enfin. Allez, mais non, mais venez. Sandrine, voilà. Ils sont timides. Ben Sandrine, t'es toute rouge. Manu, Stéphane et Sandrine, ben voilà. Ben ça fait du bien de vous voir. Allons voir le ciel de Paris. Le convoi du président est arrivé donc hier en fin d'après-midi au collège des Bernardins, c'est à Paris. Pouet. Il a dit bonjour. À l'intérieur, le président s'installe au premier rang. Il est entouré de sa femme Brie et de Gérard Collomb. Vous ne le voyez pas, Gérard Collomb? Mais si, c'est celui qui roupille là, au premier rang. Voilà. Ou en tout cas qui a un léger problème d'attention. Puis ce fut autour, oui, un léger problème. Puis ce fut au tour du président, discours aux évêques de France. Je remercie la conférence des évêques de France de cette invitation à m'exprimer ici ce soir. C'est bon? 3, 2, 1, top. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Aux armes, citoyens, formez vos batailles. C'est de la poudre de perlimpin. Il y a quand même quelque chose de croquignolesque. Un discours de 1 heure et 5 minutes, plutôt bon accueil. C'est donc la polémique du jour. Le chef de l'État a dit Vouloir réparer le lien entre l'Église et l'État, un lien qui, selon lui, se serait abîmé. beaucoup de réactions. Le débat enflamme la classe politique. Emmanuel Macron provoque un tollé. Ce discours a fait vivement réagir. Sorti que beaucoup ont assimilé à une atteinte grave à la laïcité. Ah, c'est bien simple, il n'y en a qu'une qui a réagi positivement, c'est elle. C'est Christine Boutin. Je cite, discours époustouflant de séduction d'Emmanuel Macron. Elle rajoute à l'Église catholique de saisir la balle au bon. Moi, perso, j'ai Christine Boutin qui dit que je suis époustouflant. Je me dis que j'ai raté un truc. Eh bien, eux, à En Marche, non. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour. Bonjour Richard Ferrand. Bonjour. Pour les En Marche, c'est les gens qui ont mal compris ou qui n'ont pas écouté le discours. C'est un sujet trop complexe pour être caricaturé de la manière dont il a été caricaturé depuis hier soir. En 140 signes dans un tweet, on condamne un discours de plus d'1 heure. On sent qu'au fond, le tweet chasse la pensée aujourd'hui. Critiqué hier soir, un bout de discours sur un discours d'1 heure. Reprenez ce qu'il a dit hier. Sans doute avoir lu la totalité du discours. Il ne faut pas s'accrocher autour d'une phrase pour en faire des exégèses. Il faut tout lire et tout relire. Bon, bah du coup, comme Christine Boutin, on l'a écouté. En tout cas, on a essayé. Il nous faudra vivre K1KA. Et K1KA, on a essayé de comprendre ce qui plaisait tant à Christine Boutin. Il nous faudra vivre K1KA. Cette protection des plus faibles ne signifie pas pour autant l'anomie, c'est l'atonie. C'est même le nihilisme, une règle d'airain. Elle ne peut être injonctive. Le travail que vous accomplissez n'est pas un pis-aller où les droits font floresque cette vertu aristotélicienne. Alors non, ce qui a dû plaire à Christine Boutin, c'est quand il a regretté le débat autour du mariage pour tous. On a trouvé toutes les raisons de ne pas écouter les catholiques, les reléguant par méfiance acquise et par calcul au rang de minorité militante contrariant l'unanimité républicaine. Et Christine Boutin a dû voir la Vierge quand il a lancé cet appel à s'engager politiquement. Je suis venu vous appeler à faire davantage encore. La République attend beaucoup de vous. Ce à quoi je veux vous appeler ce soir, c'est à vous engager politiquement. Cet engagement que vous portez. J'en ai besoin pour notre pays, cet engagement que la France attend de vous. Un engagement politique auquel j'appelle les catholiques pour notre pays. Bon, et quand on s'est cru à la messe, ça a dû lui plaire aussi à Christine Boutin. Pour nous retrouver ici ce soir, Monseigneur, nous avons besoin de donner un cap à notre action. Et ce cap, c'est l'homme. L'Église partage cette mission de mettre les mains dans la glaise du réel, de se confronter tous les jours à ce que le temporel a, si j'ose dire, de plus temporel. L'Église elle-même ne peut risquer, avant le temps, de faucher à la fois le bon grain et l'ivraie. L'incertitude du salut apporte à toutes les vies, même les plus résolument matérielles, comme un tremblé, au sens pictural du terme, est une évidence.
part du citoyen et la part du catholique brûlent chez le croyant véritable d'une même flamme. Monseigneur, c'est de la poudre de perlimpin. Il y a quand même quelque chose de croquignolesque. Et ce qui est inédit dans ce discours, c'est qu'un chef de l'État soit allé aussi loin dans le rapprochement entre l'Église et l'État, ce depuis 1905. C'est le journaliste économique le plus célèbre de France. Il s'attaque aux idées reçues qu'on a tous dans nos têtes dans un livre facile d'accès. Voici François Langlais. Voici Lilia et Asdine. Bonsoir François Langlais, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Vous êtes le monsieur économie de France 2 et vous publiez Tordez le cou aux idées reçues, c'est chez Stock. Emmanuel Macron a choisi 3 médias privés pour s'exprimer jeudi et dimanche prochain, TF1, BFM et Mediapart. À votre avis, est-ce qu'il a des idées reçues sur le service public, le président? Je me garderais bien de penser cela. Non, j'imagine que... Vous savez, j'imagine que quand on fait de la communication politique à haut niveau comme lui, on choisit en fonction des cibles, on essaie de varier aussi au fil des différentes interventions. Donc, nul doute qu'il ne vienne sur France 2 ou sur le service public de façon générale prochainement. Et vous avez eu vos collègues de France 2? Vous voulez dire, je travaille avec eux. Oui, non mais là récemment, depuis l'annonce des... Bien sûr. Oui, bien sûr. ils réagissent comment? Oh, écoutez, ils sont fair-play. Donc, en même temps, évidemment, l'esprit maison fait qu'on aurait tous bien aimé. Ils sont un peu de déception. Chez nous. Voilà. C'est quoi la principale idée reçue que vous entendez sur le service public? Sur les services publics, quand on vous en parle. Écoutez, il y a une idée reçue qui voudrait que l'État gère systématiquement mieux que le privé. Ça ne concerne pas strictement le service public, mais ça peut. Et en réalité, c'est ce que je montre dans ce livre, c'est l'une des idées reçues que j'explore. Il y a des problèmes de gestion des deux côtés. La principale difficulté, qu'il s'agisse de la gestion publique ou de la gestion privée, c'est qu'il faut des contre-pouvoirs. Parce que c'est ça qui fait que l'entreprise ou le service privé public, ou dans le public. évidemment, pour qu'elle puisse s'adapter, innover, se transformer, faire ce qu'il faut au moment où il le faut. Et pourquoi on pense que le public est mal géré? Souvent, on le pense parce que c'est d'ailleurs la réalité quelquefois, le public est parfois géré en fonction d'intérêts politiques de court terme. Ça aussi, c'est une idée reçue, si vous voulez, on dit finalement l'État gère avec le long terme. Pas toujours. Lorsqu'il commande des TGV, par exemple, pour sauver Alstom, une commande qui n'était pas justifiée par la demande, on peut imaginer que là, justement, c'est du court terme, c'est pour un bénéfice politique de court terme, mais qu'en réalité, on compromet justement la rentabilité de la SNCF qui va être commanditaire de ces objets-là. Donc là encore, il faut des contre-pouvoirs, c'est-à-dire des gens qui, dans l'entreprise, soit au niveau du conseil d'administration, soit en association avec les représentants des salariés, puissent dire, attention, là, non, on fait fausse route, voilà pourquoi. Première idée reçue qui n'est pas dans le livre, tous les journalistes économiques médiatiques sont libéraux. C'est une idée reçue, je pense. À vous de me dire. Je pense que c'est une idée reçue. Alors, je ne peux jamais parler que pour moi-même. Et effectivement, alors on me taxe de l'être certaines fois. À l'inverse, je me suis Trop libéral? Oui, je me suis fait aussi traiter de marxiste. Pas assez libéral? Par François Fillon, à un moment où je l'ai interviewé. Donc, on prend des coups des deux côtés. C'est normal. Du coup, vous êtes où? Écoutez, là où je pense devoir être, c'est-à-dire, j'essaie de m'affranchir des idéologies. C'est un petit peu la finalité de ce livre, si vous voulez. C'est que l'économie, le domaine économique est truffé d'idées reçues parce que, justement, il est souvent obscurci par l'idéologie. C'est-à-dire que les gens ont un postulat de base, le marché fait mieux que l'État. Ou au contraire, l'État fait mieux que le marché. Et à partir de là, ils construisent un système et ils en déduisent toute une série d'affirmations. Et finalement, la réalité est souvent beaucoup trop large pour rentrer dans un tiroir. Moi, j'espère y parvenir, justement, regarder les choses sans a priori. Donc je pourrais être libéral sur certains sujets, le fonctionnement du marché du travail, et en revanche beaucoup moins sur d'autres, par exemple l'organisation du commerce mondial, où le libre-échange total me paraît une formule qui a des coûts pour la société importants. Alors, première idée reçue du livre, l'euro a fait grimper les prix. Ça, 99% des gens en sont convaincus, mais pas vous. Non, quand on regarde les chiffres, c'est faux. Et c'est doublement faux, si vous voulez. C'est-à-dire que quand on regarde la période... Quand on dit la baguette, par exemple, en francs, Lilia, pas connue, Asdine, moyen non plus, moi j'ai connu, mais la baguette, 50, combien tu dis? 3 francs 50, je pense. 3 francs 50, là c'est à combien une baguette? 90 centimes. C'est aux alentours d'un euro. C'est aux alentours d'un euro. 1 euro c'est 6 francs, donc c'est le double. Oui, Yann Barthès, mais entre-temps il s'est passé 20 ans.
C'est-à-dire que les salaires des gens ont augmenté dans une proportion substantielle. Beaucoup ou pas? Bah, Autant. Ils ont Parce augmenté. que là, en l'occurrence, c'est le double. En moyenne, les salaires ont plus augmenté que les prix sur les 20 dernières années. Si vous voulez, quand on regarde l'évolution des prix sur l'euro date de 1999, pas dans notre poche, mais enfin au moment où on a gelé les parités. Donc on a grosso modo 20 ans de recul. On voit que l'évolution des prix en France, elle est de l'ordre de 30-35%, j'ai plus le chiffre exactement en tête, c'est exactement la même chose qu'en Allemagne. C'est beaucoup moins que dans les 20 ans qui Les précédaient. chiffres sont dans le livre. Mais ils sont tous là, bien Les sûr, j'ai publiés, fait les calculs très précisément à partir des indices INSEE. C'est moins que dans les 20 ans qui précédaient l'euro. C'est-à-dire que la hausse des prix en euros a été plus faible que la hausse des prix en francs. Ça veut dire que la Premier baguette point. coûterait plus cher en francs. Non, ça ne veut pas dire ça. Le deuxième élément, c'est que la hausse des prix en France a été plus faible qu'au Royaume-Uni, qui n'a pas l'euro, qu'aux États-Unis, qui n'a pas l'euro. Probablement, si nous étions en francs, nous aurions une hausse des prix qui serait du même ordre, parce que les déterminants, ce qui cause l'inflation, en francs ou euros, justement, c'est d'un autre ordre. La réalité, c'est que l'inflation a diminué de façon continue depuis une trentaine d'années, et qu'elle a diminué plutôt plus dans la zone euro que dans les autres pays. Autre idée reçue, les immigrés prennent le travail des Français. Oui, là aussi, si vous voulez, c'est vrai que quand disons, de façon spontanée, on se dit « Ah, il y a un emploi, s'il y a deux personnes pour l'occuper, un immigré et un Français, si c'est l'immigré qui passe, le Français ou l'autochtone d'ailleurs, qu'il soit français ou pas, celui qui vit en France depuis longtemps, restera sur le carreau. » Mais on oublie une chose qui est très importante, c'est que l'immigré qui occupe un travail, il est intégré, il consomme, il va avoir besoin d'un logement, Il crée mais évidemment. des emplois. Donc il crée une richesse qui elle-même crée des emplois. Quand on a rapatrié d'Algérie toutes les personnes qui sont revenues en France, 300 000 personnes sont arrivées sur un petit marché du travail à l'époque, c'était il y a 50 ans. On s'est dit, ah là là, le chômage va augmenter. Il n'en a rien été. Parce que précisément, ces arrivants-là ont augmenté la taille du gâteau. C'est toujours l'illusion qui est celle de nous tous, d'ailleurs, contre laquelle il faut lutter, c'est que l'économie n'est pas une quantité fixe. De la même façon, on a cru il y a 20 ans que parce que les baby-boomers allaient partir en retraite, ça allait libérer des postes pour les jeunes. Ça n'est pas vrai. On a à la fois les départs de retraite les plus importants en ce moment et le taux de chômage le plus élevé. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de lien de causalité. Et de la même façon, dans les pays du Nord, la Finlande par exemple, vous avez le taux d'occupation le plus élevé chez les seniors et le plus élevé chez les jeunes. Donc ce sont des pays qui ont réussi à étendre la taille du gâteau. Je lis quelques autres idées reçues auxquelles vous vous attaquez. Il y en a 17 et à l'équipe, à vous deux, de choisir une de celles que je vais dire. Par exemple, le salariat et le CDI qui vont disparaître. À la retraite, le niveau de vie baisse. Les robots détruisent les emplois. Pour renflouer l'État, il faut augmenter les impôts. Et la lutte des classes, c'est fini. Lilia. La lutte des classes, c'est fini. La lutte des classes, c'est fini. Et là encore, si vous voulez, c'est vrai que justement, on est dans une atmosphère de conflit social. Et on se dit, bon, les syndicats n'ont plus le poids qu'ils avaient auparavant, c'est vrai. Mais d'abord, je ne suis pas sûr que ça dure, parce qu'on sort d'une longue période qui a été globalement favorable au capital et à l'entreprise. Alors peut-être. La période actuelle est moins favorable à l'entreprise pour vous? Non, elle était plutôt, ça s'est plutôt fait au détriment du salarié. Probablement moins en France qu'ailleurs, hein, je parle au niveau mondial. Mais ces tensions-là s'expriment sous une autre façon. Les mouvements populistes qui aujourd'hui s'expriment en Europe, les partis qui ont gagné les élections en Italie par exemple, ou bien la victoire du Brexit au Royaume-Uni, c'est une autre forme de lutte des classes, parce que ces votes émanent des gens qui sont en dehors du système, qui ne s'expriment plus par les relais traditionnels syndicaux que nous avons connus, pas vous, mais moi, il y a 30 ou 40 ans, il y a 30 ans en tout cas, mais qui s'expriment de façon politique. Ces tensions-là, je pense que nous allons vivre avec pendant toutes les années qui viennent, et que justement, elles vont avoir une véritable incidence sur la vie politique de nos pays. Tous les soirs dans le 20h de France 2, il y a ce moment où Anne-Sophie Lapix se dirige vers le bar et dit... Bonsoir François Langlais. Bonsoir François Langlais. Bonsoir François Langlais. Bonsoir François Langlais. C'est vous le barman et vous maniez les métaphores pour rendre l'économie concrète. C'est un petit peu comme si on avait soigné un alcoolique en lui donnant un tonneau de whisky. C'est comme un tremblement de terre, si vous voulez. On sait que c'est probable, pour autant, c'est très difficile à dater. C'est comme si on voulait maintenir en service les diligences au moment de l'invention de l'automobile. Même souci du concret dans l'émission politique, où là, vous avez vos petits accessoires. Justement, à propos de Banque Centrale, un lingot d'or. C'est un faux, il est en chocolat. Zut. Je vous ai apporté quelques exemples. Les chaussures, faites en Asie. Les meubles, pour l'essentiel, il y a encore quelques fabricants français, mais faites en Europe de l'Est. Je vous ai apporté une voiture, c'est une espace, vous voyez. Peut-être conduit pas, on vous l'aura dit. Et pour tout vous avouer, on vous a totalement perdu pendant la campagne avec le candidat Macron. Il y a d'abord les recettes, 36,1, d'augmenter de 1,7 points. À ça va s'ajouter le déficit courant de 70 milliards, c'est 106 milliards
de dette, 21 milliards, un peu plus de hausse de la CSG, et je vous crédite 34 milliards de recettes au total. Je récapitule. L'extension de l'assurance chômage, 70,1 milliards d'euros. Au total, on obtient un coût net de 36 milliards. Ça fait 23 milliards supplémentaires. Non, je ne suis pas d'accord avec votre chiffrage. Alors il n'est pas d'accord. Vous dites souvent que l'économie, c'est pas une science exacte, mais une matière vivante qui intègre une grande part de psychologie. Ouais, bien sûr. Est-ce que, d'après vous, Emmanuel Macron a cette psychologie? Écoutez, sans doute, il est très attentif justement, il a été très attentif lorsqu'il est arrivé à rétablir la confiance. Hein, ça a été même son objectif principal. C'est un élément déterminant dans l'investissement, donc dans les emplois. C'est vrai, en fait, on se représente souvent l'économie comme une matière un peu comme la physique, avec des équations, où on met, à partir où on peut justement prédire l'avenir de façon relativement crédible. C'est pas comme ça, parce que l'interaction... D'abord, c'est une matière humaine, effectivement. Je pense qu'au fond, l'économie obéit à la société. Et que lorsque la société change, l'économie change. Et de ce point de vue, c'est beaucoup plus intéressant, je crois, de l'utiliser en lien avec la sociologie, avec la psychologie collective. Si vous voulez comprendre les marchés financiers, c'est la psychologie collective la clé. C'est-à-dire qu'il y a deux sentiments qui dominent, l'envie de gagner et la peur de perdre. L'un alterne avec l'autre. Quand c'est la peur de perdre qui l'emporte, tout le monde vend en même temps. Ça n'a rien de rationnel. Il faut de la psychologie. Mais finalement, La psychologie des foules de Gustave Le Bon, qui est un livre qui date de plusieurs décennies, est probablement très utile pour comprendre le fonctionnement de la bourse aujourd'hui. Merci François Langlais. Est-ce que je peux dire que c'est un livre contre le populisme? Tordez le cou aux idées reçues, c'est très accessible et c'est super. Et c'est aux éditions Stock. Merci François Langlais. Merci. Fin de journée pour Quotidien. Avec Hyundai Kona, le SUV urbain garanti 5 ans, kilométrage illimité. Hyundai. Quotidien avec galerielafayette.com. Tous les styles en un seul clic. Quotidien vous est présenté par le smartphone Huawei P20 Pro. Gentleman, Givenchy. Et maintenant la nouvelle intensité. Une envie pressante? Choisissez le papier toilette Lotus. Et pour une propreté parfaite, utilisez aussi le papier toilette humide Lotus. Il nettoie mieux que le papier toilette. Donc, Étienne confirme, c'est bien un cumulonimbus que nous avons au-dessus de la capitale en ce moment. On les appelle Lolo et Tonio tous les jours. Laurent Macabiès et Antoine Anlay regardent pour vous les matinales radio. Le Morning Glory est aujourd'hui sponsorisé par les 5 jours qui restent à Bourdin pour muscler un peu ces questions pour le président, parce que là, elles sont un peu... elles sont pas... Jo, Oui, ça va? ça va. Oh, ça n'a pas l'air terrible, hein? Non, j'ai un peu mal à la gorge, mais ça va. Bon. Ouais, il va falloir muscler un peu, hein, parce que c'est pas... Voici le Morning Glory. Il est 7h30. Il est 7h30. Il est 7h30. Notre invité ce matin. Mais en même temps, essaye. Ça suffit. Bonjour Richard Ferrand. Bonjour. Le jeu de mots pourri du jour ayant un rapport avec un train va entrer en gare. Voie B, veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. On est surpris par la superposition des deux interviews. par ailleurs, oui. Pourquoi deux fois? Un train peut en cacher un autre, comme on dit. Oui. Hein? Il s'appelle Richard Ferrand, il est en marche, il défend le gouvernement sur la SNCF. Il y a un déficit dans l'explication. Vous savez, quand on fait des choses difficiles, Oui. sans d'ailleurs les imputer à nos prédécesseurs, vous avez remarqué que c'est pas notre technique de dire c'est la faute à ceux d'avant. Hein. Ça, les Français l'entendent. Ah non, et dire que c'est la faute à ceux d'avant, c'est pas le genre de la maison, hein. C'est le gouvernement socialiste précédent qui a voté cette ouverture à la concurrence. Et maintenant, nous, c'est une décision face à laquelle il faut appliquer. Vous avez remarqué que c'est pas notre technique de dire c'est la faute à ceux d'avant. Hein. L'ouverture à la concurrence qui arrivera, qui a été décidée dans le quinquennat précédent. Vous avez remarqué que c'est pas notre technique de dire c'est la faute à ceux d'avant. Hein. L'ouverture à la concurrence, elle a été décidée dans le précédent quinquennat. Vous avez remarqué que c'est pas notre technique de dire c'est la faute à ceux d'avant. Hein. C'est d'ailleurs un engagement qui a été pris pas par nous. Vous avez remarqué que c'est pas notre technique de dire c'est la faute à ceux d'avant. Hein. C'est une décision que nous n'avons pas pris cette décision d'ouverture à la concurrence. Vous avez remarqué que c'est pas notre technique de dire c'est la faute à ceux d'avant. Hein. Il a été décidé
avant cette majorité. Vous avez remarqué que c'est pas notre technique de dire c'est la faute à ceux d'avant. Hein. Ah non, c'est pas eux. Gérard Collomb a réagi au discours du président hier face aux évêques. Honnêtement, on a rarement entendu ça. Ça dure 40 secondes. Concentrez-vous, écoutez bien, c'est fascinant. Écoutez comment il parle d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas d'ailleurs si Emmanuel Macron est catholique. En tout cas, il a ce sens de l'absolu, de la beauté que d'autres peut-être au moins. Vous voyez, Emmanuel Macron, c'est un littéraire, il aime les beaux textes. Son discours hier était constellé de citations qui étaient absolument magnifiques. La phrase était très belle, la profondeur des sentiments absolus. Donc je crois que c'est un intellectuel... j'allais dire presque un artiste, oui. Il y a du poète chez Emmanuel Macron lorsqu'il décrit la société. Et pourtant, il est ministre de l'Intérieur. On a enfin compris pourquoi Marine Le Pen persiste dans la politique. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. La réponse est sur cette image. Pourquoi elle vient dans les matinales? Réponse ici en haut à droite. Son compagnon Louis Alliot est avec elle, donc il est venu avec elle à RTL. Et il ne vient pas pour écouter Maman. Ah non, il vient pas pour écouter Maman parler à la radio. Un rejet qu'il avait réussi à compartimenter et qui aujourd'hui, incontestablement, se décompartimente. Voilà. C'est quand même un peu inquiétant au bout d'un an d'une grande opération électoraliste. On voit bien qu'il ne pense qu'aux européennes et il finit d'ailleurs par ne parler que des européennes, comme il l'a fait hier. Je suis scandalisé que le président s'est réjoui israélien aux Jeux Olympiques de Munich. Je peux dire, c'est un homme qui a justifié Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir été notre invitée ce matin en direct sur RTL, un entretien qui est à retrouver sur notre site rtl.fr. Eh ouais, les petits déj, c'est gratos les mecs. Et toi Asdine, vraiment, je pense, Asdine, que tu as le sens de l'absolu, tu as le sens de la beauté, t'es profond, t'es un artiste, t'es un intellectuel, t'es un poète, un littéraire, tu aimes les beaux textes et toute la journée tu parles au bureau et tu fais des discours constellés de citations magnifiques. J'aurais aimé qu'on réécoute Gérard Collomb qui parle d'Emmanuel Macron. Il a ce sens de l'absolu, de la beauté que d'autres peut-être au moins. Vous voyez, Emmanuel Macron, c'est un littéraire, il aime les beaux textes. Son discours hier était constellé de citations qui étaient absolument magnifiques. La phrase était très belle, la profondeur des sentiments absolus. Donc je crois que c'est un intellectuel... j'allais dire presque un artiste, oui. Il y a du poète chez Emmanuel Macron lorsqu'il décrit la société. Mais aussi chez toi, Asdine. Merci. On va le voir. Justement, le prince héritier d'Arabie Saoudite est actuellement à l'Elysée. Il tient une conférence de presse avec Emmanuel Macron. Sa visite a duré en tout 3 jours et tu viens nous parler de Mohamed Ben Salman. Oui, Mohamed Ben Salman, 32 ans, alias MBS, alias le prince héritier réformateur, car il a autorisé les femmes à conduire, il a autorisé les cinémas dans son pays. Alors il passe son séjour au Georges V, le grand palace parisien, mais bientôt, fini l'hôtel ou Airbnb, il pourra loger chez lui en France dans son château, car MBS a acheté la maison la plus chère du monde, un château dans les Yvelines en 2015. Tu connais ma passion pour l'immobilier, donc on a enquêté avec Stéphane Lopez, on est allé à Louvciennes, c'est à 20 minutes de Paris, commune de 7000 habitants, où il fait plutôt bon vivre, et rapidement on s'est mis à la recherche de la demeure du prince. Elle indiquait nulle part, mais je sais qu'on le surnomme le château de Louis XIV. Petit indice. Excusez-moi, vous savez où est le château du prince d'Arabie Saoudite? Pas du tout. Non, je cherche le château de MBS. Le château de MBS, Mohamed Ben Salman. Vous savez, ça doit être Louis XIV. Oui. Oui, il est au bout là. Ah, au bout, voici le château depuis l'extérieur. Il est visible par tout le monde. En revanche, niveau prix, il n'est pas accessible à tout le monde, mais les habitants connaissent bien son prix. Hein. Ça a coûté 275 millions d'euros. Plus cher que Neymar. Oui. C'est peut-être plus beau. Voici la fiche technique, surface près de 4000 m². On peut agrandir le château jusqu'à 4397 m², hauteur 23 mètres. Alors actuellement, il y a des travaux de rénovation. Sur la boîte aux lettres, on peut lire SCI Château Louis XIV. Rien que ça, on a évidemment tenté notre coup. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Monsieur Ben Salman? Personne pour nous recevoir, mais il existe
une vidéo de l'intérieur. Ce château est une réplique de Vaux-le-Vicomte. L'original a été construit à l'époque de Louis XIV. Bienvenue dans la demeure du roi Soleil, enfin du prince MBS. On apprécie les fontaines, les dorures, la sobriété, quoi. La super salle de ciné avec ses 3 PO. Comme copains pour mater un film, c'est sympa. Voilà, alors évidemment, à Louvciennes, C'est la vraie, ça. C'est la vraie, ouais. Alors, je pense qu'il va rénover l'intérieur, mais c'était la vidéo avant qu'il l'achète. Alors évidemment, à Louvciennes, MBS, c'est pas un résident comme les autres, hein. Même s'il commence à réformer son pays, il pratique encore la peine de mort. En termes d'égalité homme-femme, il reste beaucoup à faire, donc on avait envie d'interroger monsieur le maire sur son nouvel administré controversé. Ça tombe bien, dimanche, il y avait une sorte de super brocante, et on nous dit que monsieur le maire est là. En le cherchant, on est d'abord tombé sur le couple people de Louvciennes, et oui, Philippe Catherine et Julie Depardieu, que j'adore, personnellement, coucou. L'énorme maison dans la forêt. Bah, on n'y est pas allé dedans, on n'a pas été avec. Je l'ai vu surtout dans le journal. Mademoiselle Léjon. Non, non, mais Vous êtes voisin du prince d'Arabie Saoudite? ouais, mais il va pas jamais venir. Mais non, il est là 3 jours, là, il voit Emmanuel Macron. Ah, il est là? Ah, il est à Paris, hein, pas à Louvciennes. Ah, voici monsieur le maire. On nous dit en off qu'il est pas hyper chaud pour me répondre. Ça se confirme. En nous voyant, il prend la fuite et manque de se ramasser. Voilà. Et il prétexte une petite urgence. Monsieur le maire, enfin un sujet sur le prince d'Arabie Saoudite qui a plus tout à l'heure. Non. En fait, on pense qu'il allait se faire briefer par son attaché de presse qui est en vert. Voilà, à son retour du brief, on peut l'interroger. Vous êtes content d'accueillir MBS? Bah pourquoi pas, s'il vient participer à la vie de notre commune, pourquoi pas, il est le bienvenu à Louvciennes. Ça vous dérange pas de recevoir un monarque à la tête d'un État autoritaire où les libertés fondamentales, les droits de la femme ne sont pas forcément les plus respectés? Moi je suis très attaché aux libertés, aux droits de la femme. Maintenant à la limite on peut s'en entretenir avec ce monarque. Ça sera un bon contribuable aussi. Mais il y a des calculs qui sont en cours, ça doit être quand même assez conséquent, bien sûr. Je comprends pourquoi vous êtes content de l'accueillir, ça y est. Non, Sur la fin de l'interview, je vais comprendre. Non. Écoutez, est-ce que vous croyez qu'en ce moment, les collectivités locales, les municipalités sont dans une période particulièrement faste? C'est quand même difficile pour les communes, hein? La réelle politique locale. Mais à Louvciennes, on a trouvé une irréductible qui dit non à la fortune du prince. Elle est trop mignonne, elle s'appelle Simone, elle a 85 ans, elle habite juste à côté du château. Voilà. Là, c'est son terrain avec des vergers. En face, c'est le mur de Mohamed Ben Salman qui aimerait agrandir son domaine. Il veut racheter le terrain de Simone, mais elle veut pas car elle cultive des fruits qu'elle vend aux habitants, Simone. On a quelques cerisiers, 2-3 cerisiers, un peu de framboise, et puis alors après c'est les prunes, les poires, les pommes, les pêches. Et lui, il voulait récupérer quoi? Ah bah il voulait acheter tous les terrains. Et Donc- nous on a dit non. Il proposait pas assez ou même vous vouliez pas Ah qu'il non, on voulait pas vendre. Qui est venu vous faire une proposition? Ce sont des conseillers du Ah bah prince? oui, c'est l'homme d'affaires, quoi. Et on a dit non, puis c'est tout. C'est notre métier. On a ça dans la peau et... Et le prince? Vous lui avez dit non? Prince ou pas? Oh bah... Moi je m'en fiche. Il n'y a pas que les pétrodollars, il y a Il y a aussi Simone. et ses fruits. Voilà. Le 20h média, Lilia. Lilia toute seule parce que Julien est encore souffrant. Grosse autopromo de BFM TV cette semaine pour son interview d'Emmanuel Macron dimanche. Mais ça on l'a vu hier, mais avant ça il y aura l'interview de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 jeudi. Bah oui, on n'est pas mauvais sur l'autopromo aussi dans 13h. Mesdames et messieurs, bonjour. En attendant l'interview de jeudi dont on vient de parler, regardez les prévisions météo d'Evelyne Delia, une interview que j'ai souhaité faire dans un petit village de l'Orne qui s'appelle Bertuis. Tous les sujets permettent de glisser un teaser pour jeudi. L'activité, elle, ne cesse de croître. Et de ces problèmes dans les hôpitaux, on parlera sans doute bien sûr jeudi avec le président de la République dans ce journal. À ne pouvoir s'en passer. Et les 80, on en parlera aussi jeudi, rassurez-vous. Mais le top, c'était ce plateau hier avec Christophe Jacubizine. On attend beaucoup de cette interview de jeudi. C'est vous qui aurez la tâche de les représenter jeudi. Pour Emmanuel Macron, venir chez vous à 13h, c'est venir parler à la moitié des Français qui regardent la télévision à l'heure du déjeuner. Voilà, le 13h de TF1, c'est resté low profile. Berduy, où grâce à vous, le centre de gravité du pays va se déplacer jeudi à 13h. En revanche, le média qui a le plus de mal à faire son autopromo, c'est Mediapart, qui a publié hier ce billet de blog pour expliquer pourquoi Edoui Plenel s'associe à BFM dimanche. Mais quand on lit les commentaires rédigés par les abonnés de Mediapart, pas sûr que le message soit bien passé. Mediapart, pourquoi vous associez-vous à BFM TV, un média de propagande, de pensée unique et qui engendre une nuisance extrême dans notre démocratie? Le M de BFM, c'est Mediapart. Pour moi, ce sera une soirée sans Mediapart. Vous pouvez vous joindre à moi et aux abonnés qui ne souhaitent pas se connecter ce soir-là. Il y en a des positifs? Oui, mais heureusement, quelques-uns. Lilia, on change de sujet, une probable nouvelle attaque chimique en Syrie. Oui, on a tous vu ce week-end dans les JT ces images insoutenables du dernier bastion rebelle de Syrie. Dans les hôpitaux de fortune,
Des enfants sont placés sous assistance respiratoire. Il y aurait des dizaines de cas de suffocation. Des yeux qui pleurent, des corps qui suffoquent. À l'aide de jets d'eau, les secouristes tentent de débarrasser les victimes des derniers résidus toxiques. Des corps sans vie à même le sol, des femmes, des enfants, de la mousse blanche s'échappant de leur bouche. Alors ces images filmées par les rebelles, elles sont contestées par le régime syrien et ses alliés russes. En gros, ils disent que ça n'a jamais existé. Du coup, on a regardé la télévision syrienne aujourd'hui, aucune trace de ces images, et à la télévision russe, ils sont catégoriques. К другим темам химической атаки в сирийском городе Дума не было. Этот факт достоверно установили российские эксперты. Et ces experts, justement, la télévision russe les a suivis dans la ville assiégée. И вот, наконец-то, самая больница, которая якобы подверглась химической атаке, находится в подвальном помещении. Что прибыли сюда, проходят внутрь, изучают все помещения, общаются с персоналом и пациентами. Alors dans le reportage, les images de l'intérieur de l'hôpital s'arrêtent là, mais le journaliste en arrive quand même à cette conclusion. Никаких тысяч, сотен, десятков, да хотя бы одного пострадавшего в больнице не нашли. Ouais, pourtant, ces images d'attaques chimiques, c'est pas la première fois qu'on en voit. Il y a eu août 2013, août 2014, mai 2015, août 2015, septembre 2016, avril 2017 et donc désormais avril 2018. Muriel Robin, les acteurs du film Mais Provincial, Le Petit Cul et les 24 heures du Mans façon tracteur, c'est dans Mardi transmis avec Étienne. Ce soir, sur TF1 inédit, L'Arme Fatale, un duo toujours explosif. Roger, qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Briggs est venu me voir. T'as appelé, t'as dit que t'avais des ennuis. Sur TMC inédit, 90 minutes enquête. Croisière de rêve, vacances à prix cassé. C'est grand, c'est beau, vue sur mer. On est sur un produit haut de gamme. Sur TFX, Jumanji. Ce sont les dés qui décident. Vous n'avez aucune idée de ce qui va vous arriver. Avec Robin Williams et Kirsten Dunst à ses débuts. Sur TF1 série film, Tanguy. Je suis un monstre. Une comédie d'Étienne Châtilliez avec Sabine Azema et André Dusselier. On veut que tu dégages. Ce soir, sur TF1, L'Arme Fatale. Sur TMC, 90 minutes enquête. Sur TFX, Jumanji. Sur TF1 série film, Tanguy. Et pour voir ou revoir les épisodes précédents de Clem, rendez-vous sur MyTF1. On a hésité, et pour finir on est quand même venu ici. Donc ici c'est quoi? C'est une école maternelle et une école primaire. Plus précisément, le chef de l'État parlera avec Jean-Pierre Pernaut dans la classe de CE2 de Maël Trouillas, que l'on salue et qui paraît-il a fait forte impression à TF1. Je vais essayer de répondre à tout ce qui va se passer là-dedans en 3 parties. D'abord, pourquoi cette école? Tout simplement parce que l'Académie de Caen a été la première à répondre. Il a été question à un moment que ça se passe à Lisieux dans le Calvados, mais à Lisieux c'était trop petit. Donc nous voilà devant cette école. Deuxième question, pourquoi jeudi? Tout simplement parce que demain il n'y a pas école, et donc TF1 pourra arriver avec tout le matériel. Le matériel, on parle quand même de 6 caméras dans la salle, et il faut imaginer qu'au-dessus, là, au-dessus de la cour, il y aura un drone qui filmera les enfants joueront dans la cour pendant que le chef de l'État répondra aux questions de Jean-Pierre Pernaut à l'intérieur de l'école. Et troisième question, comment va se passer cette émission? Alors il y aura entre 5 et 8 sujets sur des sujets brûlants du moment, par exemple la limitation de la vitesse de 90 km/h à 80 sur les routes, la hausse de la CSG, la fermeture des petites écoles, et je finirai par une dernière information, ici même, là où on se trouve, devant cette école, normalement il y a un appel à manifestation, jeudi matin à partir de 9h30, les principaux syndicats vont essayer de venir manifester contre le chef de l'État. Donc évidemment les chefs de l'État, évidemment les policiers vont essayer d'empêcher qu'en direct on entende les syndicalistes crier, donc ils vont essayer de les mettre loin, et nous évidemment on sera là pour suivre tout ça. Ben super, c'est les gamins qui doivent être contents parce que jeudi ils vont passer une super journée, surexcités. Merci Paul, et bonne soirée à Verdun. Ciao Paul. On vous en parlait hier, le gouvernement a lancé l'opération On évacue la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Baptiste, tu es sur place. Salut Baptiste, hier c'était le jeu du chat et de la souris entre les gendarmes et les zadistes. Chacun s'observait, aujourd'hui c'était beaucoup plus violent. Ouais, c'était beaucoup plus violent et on a une petite explication. Je sais pas si tu te souviens, hier quand on faisait notre direct, on voyait les forces de l'ordre, les forces de gendarmerie qui étaient derrière nous là, et bien elles étaient en train de lever leur dispositif. Ouais, exactement, elles étaient en train de lever le dispositif. D'ailleurs, ceux-là, ils vont pas tarder à partir. Parce qu'il se passe une chose ici, c'est que pendant la nuit, il y a beaucoup moins de forces de l'ordre présentes dans la ZAD. Et même visiblement hier, il y a eu un petit cafouillage, c'est-à-dire qu'il y a eu la relève qui est arrivée pendant 45 minutes, pendant de longues minutes en tout cas, il y avait pas de policiers, pas de gendarmes aux entrées de la ZAD. Du coup, nous ce matin, quand on est retourné à l'intérieur, avec Frédéric Borenstein et Boris Balducci, on a constaté que pendant la nuit, les zadistes, ils avaient repris possession des lieux, mais surtout, on a découvert qu'il y avait beaucoup plus de zadistes. Donc il y en a probablement qui sont arrivés dans la nuit, et ceux-là, ils étaient vraiment déterminés. On est à proximité du lieu, pas très loin du lieu des Fosses Noires, où il y avait les affrontements hier. Visiblement les affrontements continuent aux Fosses Noires. Et ici, là où on se situe, hier il y avait plusieurs dizaines de gendarmes positionnés, donc c'était un point visiblement stratégique qui était tenu par les gendarmes hier soir. Et comme on peut le constater aujourd'hui, c'est les zadistes qui tiennent ce lieu.
Alors on est au lieu Les Vrais Rouges, et ici ça... Voilà, ça charge juste derrière. Le mouvement est assez organisé, il y a des gens qui sont équipés de seaux avec de l'eau pour éteindre les lacrymos, emporter les lacrymos un peu plus loin. Ça a l'air désorganisé, mais il y a quand même une certaine organisation. C'est un conflit de territoire, ça gagne mètre par mètre. À un moment c'est les zadistes qui avancent, l'instant d'après c'est les forces de l'ordre qui chargent. Ça fait une demi-heure qu'on est là, on est toujours au même point. Il y a le front qui est à 20 mètres à peine de nous, et là on est dans une ambiance totalement surréaliste. Des cultures du maraîchage. Bref, vraiment deux images, deux ambiances. Vous faites la vaisselle, et il y a des gaz lacrymogènes qui tombent à... Allez, 10 mètres, même pas 10 mètres de nous. Faut quand même qu'on mange dans de la vaisselle propre, le monde il s'arrête pas, il y a des grenades à côté, et en fait les grenades elles sont depuis la matinée, et elles seront encore tout à l'heure, et demain matin, et elles étaient là hier, et voilà, on est assaillis par des blindés. Pourquoi on part pas? Mais parce qu'on croit en ce qu'on fait, on croit en nos idées, et que c'est pas la répression étatique qui va nous faire partir en fait. Il paraît que vous êtes un occupant historique de la ZAD. Je suis pas occupant historique, mais j'occupe depuis des années ici, oui. Techniquement, vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes sur des terrains qui vous appartiennent pas. Les gens ont du mal à comprendre. Pourquoi est-ce que vous restez alors que le projet a été abandonné et qu'en plus vous êtes sur une terre qui vous appartient pas? Mais tout simplement parce que ça nous tient à cœur. Tout simplement comme notre famille, nos enfants, tout ça, en fait, ça nous tient à cœur. Du coup, on veut les protéger aussi. Du coup, on y met du cœur, on y met de l'envie, on y met de l'énergie. Donc c'est ça aussi qui nous permet de tenir aussi aujourd'hui, quoi. Et vous pensez réellement, c'est un combat, c'est un baroud d'honneur, ou vous pensez vraiment que vous pouvez la gagner cette partie, que vous pouvez continuer à, comme on voit derrière, exploiter les champs, faire du maraîchage et vos cultures et vivre ici? Vous y croyez vraiment? Bien sûr, sinon je ne serais pas là, quoi, en fait. Et Baptiste, je crois que tu t'es découvert une passion à Notre-Dame-des-Landes. C'est quoi cette passion? Ouais, je me suis offert un petit instant bucolique, parce que comme tu as vu dans le reportage, il y a vraiment deux ambiances. Ouais. Tu as les zadistes qui sont dans l'affrontement, et puis tu as ceux qui continuent leur vie de tous les jours. Et nous, on s'est offert une petite parenthèse bucolique avec un zadiste qui nous a fait découvrir son potager. Bref, une petite séquence, silence ça pousse. Alors là, il y a quoi? Là, il y a des poireaux, il y a des fenouilles par là. Une jolie clématite qui monte, et le petit sauge, un peu de menthe, un peu d'ortie pour faire du purin d'ortie pour les cultures aussi. Ça, ça marche super bien. Ouais. Alors après, ils vont se foutre de ma gueule au bureau parce que je suis Jean-Michel. Là, c'est du soucal. C'est vraiment la plante à la mode chez les bobos à Paris, quoi. Ah ouais? Ouais, ça vachement bien dans les régimes. Ben, ça pousse même à la ZAD, t'es pas obligé d'en acheter en Espagne pour en avoir, tu vois. Tout ce qui ça vient de la terre, en fait, ça prend pas beaucoup de temps, et pourtant... Citronnelle. Merci Baptiste. Et merci à ton nouveau copain de la ZAD. Salut Baptiste. On aime tous Muriel Robin et on va tous aimer le film, mais Provincial, avec des acteurs vraiment super. On les découvre en ce moment, ils sont juste à côté là. L'équipe du film est Provincial est en train de se faire maquiller. Andranik Manet, Corentin Pila et Jenna Thiam. Mais d'abord, voici la lady de la comédie, voici Muriel Robin. Les petits pas de côté comme ça. Bienvenue Muriel Robin, bienvenue sur le plateau de Quotidien. On est ravis de vous recevoir. Comment allez-vous? Très bien. Est-ce que vous avez mangé ce matin vos graines de chia, vos baies de goji, votre lin, votre cacao nique? Non, parce qu'en ce moment je fais un jeûne intermittent, donc je n'ai plus de... Donc vous êtes goinfré? Non, justement. Je dîne à 19h15 et après je ne remange plus jusqu'à 13h. Mais enfin, ça va pas bien? Si, ça va très bien. Ça s'appelle un jeûne intermittent, c'est très bon pour la régénération des cellules, c'est très très bon pour la santé. Là, mais ça dure combien de temps? Le temps que je veux, je fais ça 15 jours, 3 semaines, puis voilà, pour histoire. Donc là, vous avez mangé à 19h? Je vais manger à 19h. Enfin, là, je suis un peu décalé à cause de vous. Là, oui, là, vous pouvez pas. Je suis désolé. Et vous ne mangerez pas avant demain 13h? Oui, c'est ça. D'accord, donc pas de bête goji, tout ça, machin. Sinon, acérola, bête goji, tout ça. Oui, tout ça, oui. Vous terminez votre tournée triomphale avec Michel Larocque. Ce sera le 15 avril à la Cigale et ça va s'appeler Elle s'aime pour la dernière fois. Vraiment, vraiment, vraiment pour la dernière fois? Bah,
dernière fois de notre époque là, qu'on le reprenne dans 20 ans encore peut-être. Ah, mais justement, vous aurez quel âge dans 82, enfin, 83, mais je l'ai repris, là, j'avais 62. Donc j'aurai 82, Michel aura toujours 5 ou 6 ans de moins que moi, je sais plus. Disons 77 ans. Oui, c'est ça enfin, ce sera une jeune dame. Donc pourquoi pas? Oui, dans 20 ans, moi, je pense. Elles s'aiment, Oui. mais elles sont un peu vieilles. Ah bah après, il y aura beaucoup de sous-titres possibles, je pense. Elle s'aime, elle n'aurait pas dû, enfin, ou tout ce qu'on veut. Il y en aura pas mal, mais... Le souvenir le plus fort de cette tournée? Toutes les salles on a de la chance, le public est là, donc il n'y a pas je vois pas Quelque de chose moment. qu'on vous a dit, une rencontre? Je vois pas de... Des rencontres après le spectacle? Pas vraiment, parce que non, j'ai rien qui me vient, je suis désolée, vraiment. La rencontre la plus forte, c'est peut-être celle avec Michel Larocque. Mais ça date pas d'hier. Non, ça date pas d'hier, mais on se fréquentait pas beaucoup, donc on a... Les gens nous associent depuis longtemps, mais en fait, on se fréquentait pas quand on s'est retrouvés pour le spectacle. Donc on a appris un peu à se connaître, donc c'était oui, la rencontre un peu... Oui, on s'est rencontrés sur ce spectacle un peu... En tout cas, aujourd'hui, tout le monde connaît le fameux lapin poète-poète, c'est ça? Ouais, bah, je crois qu'il y a... C'est une idée de qui, ça? C'est une idée de qui, ça? Je crois qu'à l'époque, c'était une idée de moi, mais je sais plus qui a fait la musique. C'est la fin du spectacle. C'est la fin du spectacle. Je crois qu'il y a Avec le temps de Ferré, et il y a la poète-poète. Mais c'est ça, Voilà. mais oui. Mais pourquoi vous n'avez pas fait une carrière musicale aussi en parallèle? C'est vrai, vous avez raison. J'ai eu tort. Je me suis trompé. Il y avait deux portes, et il y en avait une qui me convenait moins bien. Et C'est un peu chanté aussi. J'ai un peu chanté parce que j'ai quand même fait un peu plus de 20 ans aux Enfoirés, donc j'ai toujours un peu chanté. Mais pourquoi voilà, parce que c'était écrit comme ça. Depuis le départ, c'est vous la metteuse en scène de Il s'aime depuis 96. Vous êtes comment, metteuse en scène? Vous êtes stricte? Non, je crois pas. Je suis maternelle. Donc je suis maternelle, donc je suis plutôt dans quelque chose de rond, sans jeu de mots, quel que soit mon physique du moment. Mais, vous savez gueuler? Vous savez resserrer? J'aime pas du tout. J'interdis qu'on emploie le mot problème. Les mots, vous dites quoi quand il y a un... on en parle entre nous, mais ça ne concerne pas les acteurs. Je veux que les acteurs soient vraiment dans quelque chose qui roule, qui fonctionne. Ça ne les regarde pas. J'ai pas envie qu'ils aient d'autres soucis que leur partition à jouer. Donc non, enfin, je répète ce que je pense à Michel, oui, Pierre. Enfin voilà, je suis maternelle. J'essaye que ce soit doux. Il n'y a pas besoin de gueuler pour que les choses se fassent. Et du coup, si vous êtes maternelle avec eux, avec Pierre Palmade, avec Michel Larocque, du coup, eux, ils sont comment avec vous? Ils se laissent bien faire. Mais ils sont pas pour ça, ils aiment ça infantilisés. Mais enfin, ils disent pas, dis donc, j'ai cru voir qu'il y avait un souci avec le décor ou je ne sais quoi. Ils se laissent faire, ils ont bien raison. Bah oui, ils n'ont pas... Voilà. Je protège beaucoup les acteurs. Et encore plus quand ils sont seuls en scène. Parce que quand on est seul, en fait, on est pétri de doute. Donc il faut être là il faut avoir le rire, toujours là, sincère, pas truqué, et pour rassurer la personne qui est seule en scène. Et puis oui, il faut quelque chose de doux. De toute façon, il faut du doux globalement. C'est mieux quand c'est doux et harmonieux que quand c'est... Puis moi, je suis plus cette fille-là. Je l'ai été, mais c'est fini. Ils se ressemblent tous. Mais j'ai encore le beau reste. Hein. Je peux encore... J'en doute pas, une seconde. Ils se ressemblent tous, ceux qui font du seul en scène? Oh, je sais pas. Est-ce qu'il y a un point commun parmi tous ceux qui font du seul en scène? Le doute. Ils sont tous habités, moi avec, on est habités par le doute, donc une fragilité extrême, parce qu'on est là avec un truc qu'on a écrit, on le regarde, on ne sait même plus si c'est nous qui l'avons écrit, tout d'un coup on passe de l'autre côté, il faut jouer ce truc-là. Donc le doute, le vertige, tout ça, on a tous ça en commun. C'est plutôt, alors c'est pas quelque chose, un point commun à chaque être humain, mais c'est un point commun à cet exercice. Il y a plein d'infos sur vous qui sont sorties récemment et que nous devons absolument vérifier. Ah bah oui. Une sorte de fact-checking. Vous êtes OK? Ah bah oui. Vous écrivez votre prochain spectacle avec lui, vrai ou faux? Nicolas Bedos. Faux, c'est lui qui l'écrit tout seul. Ah bon, c'est faux? Oui, c'est lui qui l'écrit. Il écrit tout seul. Et vous, c'est quoi le rapport avec vous, du coup? Il écrit pour moi. D'accord. Mais enfin, on va et vous le supervisez ou il est beau sur cette photo. Vraiment, enfin bon. Vous le supervisez un peu ou alors il vous donne le texte? Non, il m'a fait part de l'idée et j'ai une confiance totale. Donc il a écrit, il a fini et je le vois dans une semaine pour qu'il me lise le spectacle. On va partir 5-6 jours ensemble pour se mettre mettre 4 mains là-dedans. Je sais pas encore. Je vous l'aurais dit avec plaisir, vraiment, avec le numéro de tout, la chambre, l'hôtel. Et je ne sais pas encore. Ce sera quand? Et si on allait encore? Ce sera peut-être septembre 19 ou avant.
Je sais pas. D'accord, dans un an. Dans un an, quoi. Vous préférez désormais de plus en plus les animaux aux êtres humains, vrai ou faux? C'est pas que je préfère, mais j'ai moins peur. Vous avez toujours peur des êtres humains? Ouais, toujours un peu. Je sais pas trop comment ça marche. J'ai peur. J'ai peur des coups bas, j'ai peur des coups de griffes, j'ai peur des coups de dents, j'ai peur des coups de... J'ai peur. Les gens m'ont toujours fait peur. Mais ça va se régler? C'est pour ça que je mordais d'ailleurs. Non, ça va pas se régler, j'en vois moins. Ce sera... D'accord. Alors du coup, c'est lié. Vous allez déménager à la campagne avec votre compagne, 2 biquettes, 2 ânes, 2 vaches et 4 poules. Vrai ou faux? Faux. Ah, faux aussi. C'était vrai il n'y a pas si longtemps parce que parfois j'ai aussi... on est tous doubles ou triples ou quadruples, j'en sais rien. Mais c'est vrai que je me verrais bien dans une vie avec tout ça et à voir, à regarder pousser. Et pourquoi non? Vous pouvez le faire? Non, les deux se marient pas bien avec une vie à Paris et ce métier. Et tout d'un coup, alors on laisse les animaux, nous, on est avec eux tant qu'on est... voilà, et puis tout d'un coup, on part faire autre chose, on abandonne tout ça, on met ça entre Mais les les mains de biquettes, quelqu'un. vous les laissez, Non, on ne laisse pas une biquette. La poule, elle se vit toute seule. On ne laisse pas une biquette, ni une poupoule. Voilà, c'est comme ça la vie. Donc non. Donc non. C'est faux. C'est faux. Qu'est-ce que vous trafiquez avec Elie Semoun? Bah, on écrit son prochain spectacle. Voilà, il était avec lui encore cet après-midi. On a pas mal d'ailleurs, on a bloqué, on était comme de... comme de je sais pas quoi d'ailleurs, généralement. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est rare. Bah oui, il y a quelque chose... Ça, c'était une panne, là, c'est ça? Grosse panne, mais grosse panne. Et quand vous écrivez, ça se passe... Ça se passe très bien. Mais ça dure Très combien de bien, temps? on fait des séances de 2-3 heures. Mais moi j'adore parce qu'avec Elie, je dis des horreurs que je ne dirais jamais dans mes spectacles. Je dis des choses que je n'oserais même pas vous dire. Je dis des trucs et puis il les garde, je suis contente. Et quand il y a une panne, c'est quoi une panne? C'est que vous arrivez comme ça et tout d'un coup... Ben là il y a eu une panne parce qu'on voulait finir un sketch qui est... À ce moment-là? Je sais pas, pratiquement, on était un peu comme ça cet après-midi encore. Et puis on ne trouvait pas. Donc... Comment vous faites pour décoincer? Ben on se dit qu'on se reverra et que ça se Ah, vous arrêtez? Oui, on est obligé parce que... ou peut-être que... voilà, on se dit que la prochaine fois, on sera plus inspiré. Vous allez jouer Jacqueline Sauvage dans un film et vous l'avez rencontrée. Qu'est-ce que vous êtes dit avec Jacqueline Sauvage? Ben, je vais poser pas mal de questions sur son rapport. Et juste de rappeler qui est Jacqueline Sauvage, c'est une dame donc, qui a tué son mari parce qu'il la battait. Elle est allée en prison. Qui la battait depuis 47 ans. Qui la battait depuis 47 ans. Elle est allée en prison et François Hollande l'a graciée. Exactement. Voilà. Donc vous l'avez rencontrée. Libérée mais pas innocentée et graciée. Je l'ai rencontrée, où j'ai passé une journée avec elle, dans la maison d'ailleurs qu'elle habite où ont lieu les faits. Oui, j'avais des questions à lui poser par rapport, comme évidemment je vais l'incarner, sur ses rapports avec ses filles, avec son fils, enfin voilà, des questions même sur sa vie. C'est très... Et sur les faits? Et sur les faits? Elle répond? Bien sûr. Bien sûr, c'est bizarre comme situation de se retrouver dans l'endroit où ça a lieu, avec la personne qui a fait cet acte qu'on ne fait pas tous les jours, de tirer 3 coups de fusil dans le dos de quelqu'un. Moi, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, hein, mais je pense à quelqu'un, donc je vais le faire dans un peu de temps. Mais qui n'est pas dans les photos là, mais qui arrive peut-être là. On verra. Mais non, mais c'est très... Non, je veux pas, non, je la garde. Non, c'est très particulier, on ne sait pas, on a peur d'être dans une sorte d'indécence, quoi. Enfin, on ne sait pas, et puis en même temps, bon, allez, elle sait que je vais la garder, donc voilà, on s'est dit par trouver une fluidité, et c'était important. C'est important aussi pour son phrasé, parce que on est tous marqués par notre voix, plus ou moins, mais moi je sens bien que j'ai une voix qui ressemble quand même pas mal à... Donc vous l'avez écouté? Oui, donc j'aimerais bien me mettre dans ces... Voilà, donc je l'ai enregistré pour pouvoir avoir un débit un peu plus comme elle, enfin, entrer un peu dans ces... On fait pas du... Voilà, je lui ressemblerai jamais, hein, on n'a pas du tout le même. Et vous commencez quand le tournage? Le 14 mai, on commence. Et pour une diffusion, une sortie? Ça, je ne sais pas. Donc c'était la prochaine photo? Ce sera Olivier Marchal, mon mari. C'est ça. Qui me mettra des torgnoles, donc. Donc c'est donc elle, vous, non. Un coup de carabine à Aline Renaud, non. Non. C'est la femme que vous admirez le plus. Oh, je l'aime, oui, beaucoup. Enfin, elle est dans mon cœur, c'est vraiment une deuxième maman, Aline. Elle fait partie de ma vie, c'est la famille. C'est plus une amie, c'est la famille. Une dernière photo. Comment va-t-elle? J'ai pas de nouvelles récentes. J'ai envoyé un texto pour son anniversaire avec des mots gentils, comme on envoie pour un anniversaire. Voilà, Laetitia m'a répondu et c'est tout ce que je peux vous dire. Vous restez avec nous? Muriel Robin est dans le quotidien. Chaque année, 700 000 Français embarquent sur des bateaux croisières. C'est grand, c'est beau. Sur les mers comme sur les fleuves, les croisiéristes rivalisent d'imagination pour attirer ces touristes de plus en plus jeunes. Mais que se cache-t-il derrière les tarifs qu'ils proposent? Plus 20% de service, plus $6 la vidéo.
Inédit, 90 minutes enquête, croisière de rêve, vacances à prix cassé, entre bons plans et arnaques, présenté par Carole Rousseau, ce soir à 21h sur TMC. Votre programme avec showroomprivé.com, vente de grandes marques sur Internet. Showroomprivé.com. Allo Resto devient Just Eat et vous présente votre magazine. Qui a fait ça? C'est moi. J'adore. Voici une partie de l'équipe. Bienvenue. Alors on a mis du bac. Carbac est très présent dans le film. C'est réalisé par Jean-Claude Sidérac et il faut dire à tout le monde, le film ne doit pas faire peur. Un film en noir et blanc et en 2018, ça peut être passionnant et très beau. Est-ce que d'ailleurs vous savez pourquoi le film est en noir et blanc? Jean-Paul Sidérac. J'ai dit quoi? T'as dit Jean-Claude. J'ai dit Jean-Claude? Ah, je suis désolé. Jean-Paul. On ne répondra pas à cette question. D'accord. Ok, je la reposerai plus tard. Je vais recommencer. Jean-Paul Sidérac, donc, a fait un film en noir et blanc. Est-ce que vous savez pourquoi c'est en noir et blanc? Moi, je ne sais pas. Voilà. Non, je pense que c'était important pour Jean-Paul de faire ce film en noir et blanc. Jean-Pierre. Pas mal, ouais, on va tous les faire. Non, mais parce qu'il voulait faire un film en noir et blanc depuis très longtemps, et là c'est le producteur Frédéric Niedermeyer qui lui a proposé. Et c'est un film qui parle de cinéma, d'étudiants en cinéma, et qui est intemporel, parce que c'est un sujet qui le touchait particulièrement, parce qu'il a vécu des choses similaires à ce qui se passe dans le film dans sa jeunesse, mais qui se transpose en fait très bien dans notre jeunesse, celle qu'on vit actuellement en 2018. Alors, Andranik, c'est votre premier rôle. Corentin, vous avez reçu pour votre nomination au César pour le Téchiné, et Jenna, évidemment, on vous a vu dans Les Revenants. Andranik, vous êtes un jeune provincial qui débarque à Paris pour étudier le cinéma. Vous êtes en coloc avec Jenna et vous êtes fasciné par Corentin, qui est un étudiant pur et dur. Et comment dire? Imbuvable? Intransigeant. Intransigeant, vous dites ça comme ça, vous? Un peu imbuvable, c'est ça le pitch? Oui, mais disons que en fait le personnage qu'interprète Corentin, Mathias, est ce qu'on appelle un puriste, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout de ses idéaux et donc parle beaucoup de ses idoles, de ses ennemis. Et donc du coup, il fascine le personnage que j'interprète, Étienne, qui arrive de province à Paris pour découvrir. Vous arrivez de Lyon. Exactement, de Lyon. Et c'est un film sur les jeunes cinéphiles qui pensent que le cinéma c'est plus intéressant que la vie. Et vous, Jenna? Non, je dirais pas qu'ils pensent que le cinéma est plus important que la vie. Je crois pas. Je pense que c'est justement ils veulent trouver un moyen de faire ressortir leur point de vue sur la vie. Voilà. Et je pense que dans le film, c'est très bien montré. Il y a beaucoup de... Jean-Paul a filmé beaucoup de visages comme ça dans les métros, dans les cafés. Je crois que juste au contraire, que c'est très important la vie pour le cinéma. Si je commence une de vos répliques, Corentin, et que je vous demande de la continuer, est-ce que vous allez pouvoir le faire? Moi, j'ai une très très mauvaise mémoire, je tiens à le dire. Ah bon? Ouais, j'ai des problèmes de mémoire, c'est vrai. Mais on peut essayer, on peut voir si j'ai progressé ou pas. Alors, je parle de... Quand vous dites qu'à un moment, vous dites le cinéma français, c'est des jérémiades. Ouais. Vous en rappelez ou pas? Ouais, je me rappelle. Est-ce que vous... Tu peux me faire un peu d'improvisation aussi. Non, mais le cinéma français, c'est des jérémiades. Alors, c'était... En vrai, je me souviens pas trop. Il n'y a plus de folie. Il y a plus de folie. Ah oui, il y a plus de folie. Scandale. Allez-y. Plus de folie. En vrai, il me soufflait chaque réplique pendant les prises. Il n'y a plus de folie dans tout ça, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de scandale, il n'y a plus de coup de dé. Il y a plus de non, d'abord j'avais une hésitation, il n'y a plus de coup de dé. Vous vous souvenez de la suite? Ils sont obsédés par faire des cartons, les réseaux sociaux formatés. Bref, le blabla de Mathias, quoi. Et vous attendez quoi des films? Enfin, moi, je crois, par exemple, c'est pour ça que je pense qu'on vous a repris quand vous avez dit imbuvable. Je pense que je me rapproche, ou en tout cas, d'une certaine vision comme ça. Je me bataille, si vous voulez, entre une vision assez très puriste. Enfin, pas puriste, mais c'est juste... j'ai envie d'y croire, quoi. Voilà, j'ai envie d'y croire, c'est ça. On aime des films qui aient une âme, et ça c'est très important. Ces personnages-là aiment la vie et pensent pas que le cinéma est plus important, ils ont envie au contraire de restituer la vie. Et ça c'est quelque chose, je pense, qui est très important dans le cinéma. On a envie de... C'est pas juste de la magnifier, c'est d'être sincère, d'être honnête et de la restituer honnêtement. C'est difficile, mais c'est très beau, et c'est ça que je pense qu'on espère tous faire. Ça, et d'ailleurs, c'est un gros... c'est en parallèle de ça, donc c'est exactement ça, le fait d'être honnête à la fois dans son art et avec soi-même. Voilà, c'est un peu ça le...
Andranik, vous avez fait la Fémis et le cours Florent, ça veut dire que vous voulez être comédien et réal? Eh ben, je souhaiterais tout d'abord en premier lieu être comédien, apprendre tout ça sur le terrain, comme on dit, sur la Ça, c'est le côté cours Florent. C'est le côté cours Florent, exactement. Et le côté la Fémis, pour pourquoi pas réaliser par la suite. Voilà. Et Muriel, votre dernier film, c'est un film de Christophe Honoré. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des envies de cinéma d'auteur encore? Si on vient me chercher et que le rôle est intéressant, cinéma d'auteur ou pas d'auteur, oui, bien sûr. Et si je vous demande par exemple un conseil de cinéphile, un grand film qu'il faut absolument voir, mais un film un peu moins connu, si je vous le demande, Muriel, ce serait quoi? Moi, un de mes films préférés, je crois pas qu'il soit si connu que ça, il n'est pas populaire, c'est L'importance c'est d'aimer de Zulawski. D'accord. Andranik? Moi, je dirais que c'est Le voleur et l'enfant de Pavel Chourkaï. C'est un film de 1996 d'un réalisateur russe. C'est un film qui m'a bouleversé, qui parle de l'enfance de manière très sensible. Et vu que j'ai des origines russes, le voir en VO, ça n'a pas de prix. Dina? Eh ben moi, je dirais un film brésilien qui s'appelle Iracema, qui a été réalisé en 75, et c'est l'histoire d'une jeune pute au Brésil. C'est une espèce de road movie, hein, c'est filmé comme un documentaire. Et en parallèle de ça, il y a la déforestation de l'Amazonie, etc. Et c'est ces deux choses en parallèle, voilà. Et Corentin? Permanent Vacation. Permanent Vacation. Son anglais, c'est pas son fort. Hein. Voilà. Mais si, c'est pas vrai, c'est bien de le dire comme ça, c'est drôle. De Jim Jarmusch, c'est son premier film. Ces films qu'il a fait, il était encore étudiant de cinéma. Et il y a toute l'essence de Jarmusch, c'est formidable. Il y a l'espèce de mélancolie qu'il y a dans ces films qui rend poétique, qui rend sexy rock. Formidable. On passe du cinéma à la télé, Mardi Canap, Étienne Carbonnier. C'est ahurissant. La foi est la bonne. Oui. Qu'est-ce que t'as maté à la télé hier? Juste avant de commencer, je voulais vous montrer une petite image qui m'a fait marrer, puisque hier on a regardé le journal d'Arte et on est tombé sur notre chouchou. C'était pendant un sujet sur des militants en fait En Marche qui se baladaient à Strasbourg, et on ne sait pas pourquoi ils ont laissé cette séquence. Et merci les gars. Sur quelles sont leurs priorités. Attention, priorité à droite. Oh putain, pourquoi tu casses, merde, vous faites chier avec vos conneries là. On adore le journal d'Arte. Quel effet ça? Je sais pas, oui, ça fait Et plaisir. sinon, t'as maté quoi hier? Non, sinon, avec Adrien Lenier, on a maté Stéphane Rothenberg qui se prend de plus en plus pour Indiana Jones. Il a carrément dévalisé le rayon d'un camping, enfin le rayon camping d'un Décathlon. 5 binômes composés d'un expert de la survie et d'un novice vont participer à la 3e course. Voici Wild, la course de survie. 3e épisode de Wild, et hier, le petit séjour dans la jungle donnait vachement envie. Hein. Une araignée. Putain de ta mère. Non, précis, j'ai l'impression qu'on va crever. Comme d'hab, les participants n'étaient pas vraiment là pour déconner. Hein. Je suis un expert de la jungle. Je fais partie des sportifs de l'extrême. J'ai fait 5 ans dans les rangs de la Légion étrangère. Alors, première info survie, quand ton binôme te fait chier, une seule solution, t'essaies de te noyer dans une flaque d'eau. C'est rien. Ça t'es peinard. La semaine dernière, on avait bien aimé Willy et Chantal. Et là, ils font pipi. Et puis c'est tout, on va pas me faire chier là, merde. C'est un gros con. Voilà, bonne nouvelle, hein, ça se passe beaucoup mieux dans la jungle. Dépêche-toi. Bah oui, je te vois pas. Dépêche-toi, tiens. Merde. C'est vraiment pas le gars avec qui il faut être, hein. C'est un connard. Autre problème pour les concurrents cette semaine, les fourmis. Moi, ça m'a foutu les jetons de voir toutes ces fourmis bouffer mes affaires. C'est fou comme une petite bête comme ça peut me faire péter le plan. Ouais, alors elles bouffent toutes les sapes, hein, et on adore leur réaction. Le truc technique, regarde, elles te l'ont bouffé de partout, Manu. VVV. Oh non. Et du coup, deuxième info survie, hein, oubliez les bombes anti-insectes, optez plutôt pour la solution de Nicolas. Oh merde, elle m'attaque, elle cherche mon doigt. Et puis, me donne ta gueule. La semaine dernière, la séquence la plus commentée, c'était le fameux Pipi Gate. C'est franchement chelou de boire sa pisse, quoi. Bah, cette semaine, M6 a opté pour une attaque de jaguar, sauf qu'on le voit jamais, le jaguar, en fait. Écoute, Quoi? tu l'entends tout près? Moi j'entends. Ouais, mais nous, on sait de quoi ils ont eu peur hein, dans la jungle, ils étaient juste pas prêts, en fait. Donc à ce moment précis, j'ai l'impression qu'on va crever. On dirait pas le jaguar. Je sais pas. Peut-être qu'ils ont fait bruit. Faudra vérifier. Bon, alors, on va pas se mentir, un wild, c'est quand même 10 fois plus dur que Koh-Lanta pour les participants. Ça me donne envie de vomir. Non, puis je suis sale. Mais comment je vais faire pour dormir dans cette jungle? Ah, ça pue.
Et alors, heureusement qu'ils voyaient pas les pubs diffusées pendant l'émission. Ça me donne envie de vomir. Rémi neutralise rapidement l'acidité et vous soulage efficacement. Non, mais je suis sale. Le nouveau Dash 3 en un pod. Mais comment je vais faire pour dormir dans cette jungle? Avec l'oreiller à mémoire de forme. Ah, ça pue. La nouvelle eau de toilette. Bon, bah, du coup, pour tenir bon, bah, ils se tiennent chaud. Je suis excité quand Nico me donne sa machette. Je vais mettre un gros coup de langue là-dessus. Je suis très content de tomber sur ces melons. Je peux tenir la queue. Je la tiens bien. Y'a pas de soucis, ouais, tiens-la bien. C'est une nana qui est en feu. Il sait s'y prendre. Je te fais un bisou, ouais, même si tu pues. Ils doivent survivre, je comprends pas. Ouais, donc ça arrive. D'accord. Vraiment, Ok. ça arrive. Vous avez regardé? Non. Non, d'accord, ok. On en parlait tout à l'heure après le discours d'Emmanuel Macron aux évêques de France. Les cathos ont retrouvé foi et joie de vivre. Eric et Quentin. Il pensait avoir tout perdu. Maître. L'affaire Pénélope Fillon. Assistante parlementaire. 48 000 € de costume. L'échec de François Fillon. Mais hier, le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe à vous comme à moi de le réparer. Réparer le lien entre l'Église et l'État? Un nouvel espoir est né. Où êtes-vous? C'est Philibert! Je dois vous parler, Étienne François! Les cathos sont de retour. Étienne François, Emmanuel Macron veut réparer les liens entre l'Église et l'État. Adoubé par le président de la République. Ah, on pensait qu'il était centriste, mais il va à droite sur les terres de Wauquiez. Moi qui pensais moderniste, il est plutôt réac, Macron. Les cathos, le réveil de la foi. Quel jour de joie. Quel jour de joie. Quel jour de joie. Quel jour de joie. Macron à la fois. Il à la fois. On n'y croyait pas. On n'y croyait pas. Il n'y aura plus de tata. Plus de tata. Laïcité. Bousculée. Vive les jésuites. Et puis Brigitte. Eh ben ça fait du bien, ça m'a rappelé le catéchisme. Il manquerait plus que Christine Boutin revienne et on serait au top. Ah oui, oui, oui. On écoute de la musique avec vos playlists. La chanson que nos invités écoutent en boucle en ce moment, Muriel Robin, en ce moment, vous écoutez ça. Quand ça balance, alors là, je suis chez moi. Michel Legrand, quand ça balance. Vous l'adorez, Michel Legrand. Andranik, vous écoutez ça. Les Beatles. Jenna. Plus smooth. Sarah Vaughan. Et Corentin, ça. La chanson parfaite pour danser pour Muriel Robin, c'est ça. Bruno Mars. Tout Bruno Mars. Andranik, ça. Jenna, pour danser, c'est ça. Et Corentin, c'est ça. Orchestra Baobab. La plus belle chanson qui parle d'amour. Pour Muriel Robin, c'est ça. Aznavour. Vous la connaissez par cœur. J'avais 15 ans quand elle est sortie. 50 ans que je la fredonne, je commence à connaître les paroles. Andranik, la plus belle chanson qui parle d'amour, pour vous, c'est ça. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Et Jenna, ça. Os dois deram-se os braços como há muito tempo. Chico Buarque. E cheios de ternura e graça. Corentin, Gainsbourg. Je sens de boules de bande acheter mon camisole à mon corps. Et après la chanson qui parle d'amour, la chanson pour faire l'amour. Muriel. Ah ouais. Maxwell, The Urban Theme. Ah ouais. Oui, j'ai vu. Ah ouais. Ah, puis alors, oui, vraiment, oui. Ouais, méga oui. Andranik.
C'est Chris Rea. Jenna, les Beatles. Come Together. Et Corentin, ça. Janis Joplin. C'était la playlist de nos invités, voici le petit cul de Willy Papa. Aujourd'hui dans le petit cul, on va parler d'une vidéo qui a été vue presque 10 millions de fois sur YouTube. What's up guys? My name is Zed and welcome to my home. Cette vidéo, elle a été postée par le magazine d'architecture AD. Le principe, les stars sont filmées en train de faire la visite de leur palais. Hi, we're the Downies. Please come in. Robert Downey Jr., John Legend, même Ricky Martin a laissé les caméras entrer dans sa chambre à coucher. Welcome to the master bedroom. This is where we talk about our dreams and we make them happen. Ah, quel poète ce Ricky. Notre vidéo préférée, c'est celle de Maman Kardashian, Kris Jenner, qui nous présente sa déco de Noël XXL, tout en plastique, 100% non recyclable. He came up with this, and it's like, wow! Voilà, tout a été jeté dans l'océan depuis. À chaque fois, ces vidéos aussi fascinantes que déprimantes font des millions de vues, mais celle qui a explosé tous les records, c'est celle de ce jeune homme en t-shirt noir, prénommé Z. This section of the house is work. This section of the house is living. This is like sleeping. 10 millions de vues, et on comprend pourquoi. La maison vaut 16 millions de dollars, elle est à Los Angeles, et elle est ridiculement géante. This is the small door to the house. Sa porte d'entrée est aussi grande qu'un appartement parisien. À l'intérieur, il y a carrément un arbre. This entire house was actually built around this tree. Unfortunately, it is dying. So I'm going to replace it with an artificial tree that looks just like this. Eh ben au moins il n'y aura pas de feuilles à ramasser. Mais continuons la visite. 0 livre dans la bibliothèque, une télé sur le balcon et un distributeur de sucre. Pas de doute, on est bien aux États-Unis. Would you like some? Sa baraque est tellement grande qu'il ne sait pas ce qu'il y a derrière les portes. Nobody in here. Oh wait, I thought that's a different room. Never mind. This is the server room. Et ce qui l'a fait craquer, ce n'est ni la piscine, ni la vue. Non, ce qui l'a fait craquer, c'est ça. It's a pot filler, so you don't have to, put water in it and carry it. You just can do it right here. That's when I knew that I wanted the house. C'est vrai que c'est astucieux. Avec une maison pareille, on se dit qu'il doit passer sa vie à faire des teufs géantes. Eh bien non, pas du tout. Is the board game table. It's dedicated specifically to play board games. Alors qui est ce type avec une dégaine d'étudiant en maths, propriétaire d'une maison à 16 millions de dollars et qui passe ses soirées à jouer au Scrabble? Réponse. Et oui, avec un nom pareil, il ne pouvait être que DJ, et sans le vouloir, vous avez forcément entendu un de ses titres. À 28 ans, Z est le DJ que les stars s'arrachent pour remixer leurs tubes. Selena Gomez, Ariana Grande, Justin Bieber, Liam Payne. Son truc, c'est les grosses montées façon accélération de scooter. Z remplit des stades entiers de fans possédés par le son. Il fait partie des DJ les mieux payés au monde. Et celle qui lui a donné sa chance, c'est Lady Gaga. My manager called me afterwards and said, hey, by the way, Gaga just called you and she wants you to produce her album. En plus de jouer au Scrabble et de faire cuire des pâtes dans sa grosse baraque, Z est un DJ clean. How you have time to kind of function? How are you holding up, first of all? I bought a juicer. I juice every day. Un DJ qui carbure au jus, et oui c'est possible. Voilà, on a réussi à mettre Z dans le petit cul. À vous, le gros cul. Vous connaissiez? J'ai pas entendu les musiques, mais alors le nom. Le nom, vous le connaissiez pas? Non. Muriel, vous le connaissiez pas? Non. D'accord. Et la maison, elle est bien? Un peu petit, non, ça donne vraiment pas envie d'écouter en plus. Enfin, c'est dégueulasse, le mec il dit plein d'argent, il fait n'importe quoi avec. Mardi transmis, Étienne Carbonnier. Il y a quelques jours, on allait assister à une course un peu spéciale. On connaît tous les 24 heures du Mans. Et ben dans les Ardennes, ils ont leur propre 24 heures. Hugo Nazarenko et Julien Sultan ont donc dû boire un maximum de Red Bull pour suivre les 24 heures tracteur tondeuse. Et cette année, 37 équipes de toute l'Europe étaient venues participer. Hello everybody, thank you for coming. There will have alcohol check during the race. Be careful. Il y aura des contrôles d'alcoolémie de temps en temps pour les participants suspects. Les seuls véhicules autorisés à participer à cette course, c'est ce genre de tondeuse à gazon. Voilà, celle-ci.
Sauf que là, les tondeuses deviennent de vrais bolides. Une petite machine qui tourne en pelouse. Maintenant, elle roule à 45 km/h pour les 24 heures. Sur une ligne droite avec un terrain à peu près plat, on est à 60 km/h. Il y en a qui vont beaucoup plus vite que nous, je pense. Les plus rapides, ils vont à 100 km/h. Et c'est parti pour 24 heures de course. Les machines sont toutes en place, s'il vous plaît, des bons vigilants. 24 heures de ça? Ouais. Ah oui, en fait, c'est un peu la Formule 1 des jardins, quoi. C'est la Formule 1 des modestes, on va dire. Ce qui permet aux gens qui n'ont pas les moyens de faire de la Formule 1, ils ont des tracteurs tondeuses. Mais c'est quand même des machines préparées. Il ne faut pas croire que c'est pas des petits budgets, mine de rien. Alors, effectivement, on est quand même assez loin des millions d'euros de la Formule 1. Je vous rappelle que le premier prix est un dindon vivant. Je peux vous le présenter, il est dans le hangar, là. Avec 2 poules. En fait, on a un coq et 2 poules cette année. Ah, pas mal. Et forcément, pendant une course de 24 heures, il y a toujours des petits problèmes techniques. On a cassé un moteur. C'est les Chinois, ils fabriquent de la merde. On a vendu une cassette, alors. Voilà. Avec Fukushima, ils nous rendent tout. Presque. Bon alors, même s'ils sont pas hyper au point sur la géographie, ça reste une compétition internationale. Les concurrents viennent de toute l'Europe. Et après 24 heures de course, c'est finalement une équipe anglaise qui l'emporte. Pourquoi les Anglais sont les meilleurs? Parce que c'est les Anglais, c'est quasiment une religion, la course de tracteur tondeuse. Mais nous, notre pilote préféré, c'est celui qui est peut-être resté un peu trop au stand. Vous êtes là pour les tracteurs? Bon, excusez-moi, j'ai bu un petit coup, monsieur. Vous êtes pilote? Je suis pilote, mais là, pour l'instant, vu que j'ai bu, je ne pilote pas. Vous pilotez jamais en ayant bu? Pour moi, c'est comme la gendarmerie, quand on a bu, on ne boit pas. Sinon, ils vont nous mettre des PV. Et vous prenez le volant dans combien de temps, là? Là, faut que j'attende 1 heure. La pression redescendue, c'est normal. Ben oui, c'est normal. Et il fait partie de quelle équipe, ce monsieur très à cheval sur la sécurité? Bonjour, je suis pilote pour l'équipe de Charleville, la gendarmerie, numéro 22. On est parti pour tout exploser. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de Quotidien. Ça s'appelle Les Provinciales et c'est au cinéma mercredi 18, donc la semaine prochaine. Bon courage à vous trois et à bientôt. Muriel Robin, merci d'être revenu sur le plateau de Quotidien. Ça s'appelle LCM pour la dernière fois. Mais en fait, ce ne sera pas la dernière fois parce que vous reviendrez dans 20 ans avec Michel Larocque. Je ne me trompe pas? Merci Muriel Robin. Et c'est à la Cigale dimanche. Bonne soirée et bonne soirée à vous. Au revoir à tous. Fin de journée pour Quotidien. Avec Hyundai Kona, le SUV urbain garanti 5 ans, kilométrage illimité. Hyundai. Quotidien avec galerielafayette.com. Tous les styles en un seul clic. Quotidien vous est présenté par le smartphone Huawei P20 Pro. Que cachent les prix cassés des croisières de rêve? Plus 20% de service, ça fait plus 6 $ la vidéo. Inédit, 90 minutes d'enquête, croisière de rêve, vacances à prix cassé, entre bon plan et arnaque, présenté par Carole Rousseau, tout de suite sur TMC. Avoir un projet. Et un jour, se lancer. S'inspirer. Faire soi-même. Construire sa maison, c'est se construire un peu plus chaque jour.